Merci beaucoup et merci à la DW pour cette initiative. Merci à l'ambassade d'Allemagne en Guinée. Merci à vous qui les représentez ici et merci à tous les confrères pour votre présence. Et comme ils l'ont dit, c'est une préoccupation majeure aujourd'hui, la désinformation dont personne n'est épargné presque. En tout cas, toutes les catégories sont exposées, nos journalistes, des citoyens et même des responsables, parce qu'il n'y a pas plus longtemps que vous avez vu ici des hauts commis de l'État présenter toutes leurs condoléances aux victimes d'un accident, là où il n'y a pas eu un seul cas de mort. Par la suite, ça s'est avéré, vous voyez. Donc, c'est dire que c'est tout le monde qui est exposé. Et nous, journalistes, nous devons être ces acteurs qui puissent contrer ces campagnes de désinformation, malinformation, de mésinformation. Mais pour cela, il faut qu'on soit suffisamment outillé en termes de formation. Et là, un des exemples de nous, Baldé, ici a attiré mon attention quand il parle des gens, par exemple, qui vous envoient de l'argent pour vous filer une information. Et s'il ne tombait pas sur un journaliste expérimenté, bien que c'est un jeune, vous pouvez tomber dans le piège. Vous comprenez? Donc, mais si les journalistes sont suffisamment informés, ils maîtrisent les genres journalistiques, qui connaissent la différence entre ce qui est un reportage, compte rendu, ce qui est un public reportage, parce que c'est, par exemple, le public reportage, c'est de l'argent qu'on paye, et que le jeune journaliste sache faire la différence entre ce qui est purement informatif et là où on peut avoir une dose de maquillage, comme public reportage, mais tout en étant honnête avec le public pour dire c'est un public reportage, là on prépare les esprits, comme ça les citoyens les mieux avertis vont suivre l'information, mais savent qu'il y a une promo dedans. Mais il faudrait aussi qu'on forme le public. Est-ce que ce rôle revient forcément à la presse? Je pense que la société civile, qui parle souvent au nom des citoyens, a un grand rôle à jouer. Aider les citoyens à comprendre, à dénicher même les fausses informations. La presse aussi peut jouer ce rôle d'éducation, même sur les antennes. Maintenant, est-ce que la loi prévoit des sanctions contre ces campagnes? Vous savez, notre métier est régi. En Guinée, ici, vous avez la L02, la loi sur la liberté de la presse, vous avez la loi sur la HAC, vous avez le droit d'accès à l'information publique, et nous avons un code de bonne conduite, bien que beaucoup pensent qu'il n'est pas tellement complet. Donc, quand vous lisez ces textes, vous vous rendez compte qu'il y a des mécanismes de rectification de l'information. Un journaliste qui commet une faute, par exemple, passer une fausse information, il est obligé lui-même d'abord, avant qu'une entité externe ne lui impose quoi que ce soit, pour honnêteté professionnelle, il doit corriger. Et il y a un doyen qui me disait, il dit, moi, le plus difficile dans ce métier, ce n'est pas de me retrouver en prison pour le travail que j'ai fait, mais c'est de revenir me démentir. Venir me dédire pour dire que ce que je vous avais dit, c'est faux. Vous voyez? Donc, tout journaliste doit avoir ça en tête. C'est un élément qui puisse nous aider à faire attention. Parce que si vous savez que l'éthique vous oblige à venir corriger lorsque vous publiez une information, avant de la publier, nous on l'a dit, vous réfléchissez beaucoup. Il est arrivé jusqu'à perdre un scoop, mais il faut le faire des fois pour éviter, parce que beaucoup voient la prison, où c'est que il peut perdre comme audience, mais la crédibilité du média, la crédibilité du journaliste compte beaucoup. On doit avoir ça en tête. Et quand vous partez à la HAC, je reviendrai sur nous au niveau du syndicat. À la HAC, par exemple, là aussi, quand quelqu'un porte plainte, c'est que la loi prévoit pour diffamation, il y a l'avertissement, il y a la mise en demeure, il y a
Généralement, c'est ça, parce que la HAC ne prononce pas une amende. Est-ce qu'un journaliste doit aller en prison? Non, je vais parler de tout ça. Donc, je parle sur le plan administratif. La HAC qui est une institution qui prend ce genre de décision. La HAC ne pouvant pas prononcer des peines pénales, donc elle va se limiter au regard de la loi, à l'avertissement, à la mise en demeure, et amener le journaliste à rectifier l'information. Au niveau du syndicat aussi, nous le faisons. Amener le journaliste à rectifier l'information. Nous pouvons mener les médiations même entre les plaignants et les professionnels de l'information. Mais au niveau de la justice, c'est là où on peut parler, bien qu'on a dit que la R02 dépénalise les délits de presse. En réalité, c'est une dépénalisation partielle. Tout n'est pas dépénalisé. À partir du moment où on cite une peine, bien qu'elle n'est pas privative de liberté, mais il y a des amendes. Il y a des amendes que la justice peut prononcer. Je vous disais que la HAC ne peut pas prononcer parce qu'une amende, c'est une peine pénale, bien qu'elle n'est pas privative de liberté. Donc à la justice, on peut saisir même, confisquer le travail produit. On peut vous pousser à diffuser dans tel nombre de médias pour dire que ce qu'on a dit, ce n'est pas vrai. On peut prononcer des dédommagements, des dommages et intérêts à l'égard de la victime, c'est-à-dire vous avez menti sur telle personne, il a forcément subi parce qu'il y a sa réputation qui est mise en cause. On vous dit en plus du fait que l'amende, la loi prévoit une amende qui varie de 5 millions à 10 millions à 20 millions, dans certains cas, on dit vous allez le dédommager aussi parce qu'il a subi ça. Vous comprenez? Donc, en réalité, il n'y a pas directement la prison. À partir du moment où la R02 est venue, même si il y a ce qu'on appelle au SPPJ, les pièges de la R02, il y a quelques acrobaties juridiques qui puissent amener le journaliste en prison. Mais là, c'est des cas beaucoup plus spécifiques. Ce n'est pas lié à la simple désinformation, à la diffamation. Là, c'est lorsque vous incitez au meurtre, vous incitez à l'incitation ethnique, raciale, religieuse. Là, vous vous exposez à la prison. C'est prévu dans la L02 qui fait des renvois techniques vers le code pénal. Et en ce moment, il y a des peines privatives de liberté. Maintenant, on revient sur le rôle de la presse globalement, ce qu'on peut faire pour contrer ces campagnes. Je vous ai dit, il nous faut suffisamment de formation, il nous faut des moyens financiers aussi, qu'on puisse renforcer nos rédactions. Il y a un phénomène, c'est que il y a des journalistes qui ont suivi des formations sur le fact-checking, par exemple. On connaît quelques-uns, je vois Maman Salou de Bambou qui est ici. Le Keita aussi a fait ça. Qui? Voilà. Même le jeune Touré, je l'avais des couleurs Guinée. Ils sont un peu nombreux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes à la rédaction, vous n'êtes pas nombreux. Vous voulez vous concentrer sur un travail pour contrer une campagne de désinformation, une information qui circule dans la toile. Mais vous avez aussi des obligations commerciales, des partenariats. Un partenaire vous appelle, on a un public reportage par là, envoyez un reporter. Vous voyez, il y a beaucoup de sollicitations. Alors que vous avez signé un partenariat avec tel partenaire, l'ambassade d'Allemagne par exemple, si vous ne couvrez pas, c'est que vous perdez de l'argent. Et puis les rédacteurs en chef sont obligés de dire par exemple, bon, laisse ce travail d'abord, va là-bas. Vous imaginez? Cela veut dire que la question de financement est centrale. Il faut qu'on ait des médias qui sont financièrement bien assis, qui puissent étoffer les rédactions, qui puissent sacrifier, je ne dirais pas sacrifier, mais dédier un reporter à un sujet, on l'ignore toute la journée, en tout cas, même s'il faut pendant une semaine pour qu'il fasse un travail concentré. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et quand vous... Ça, c'est, je parle d'un média individuellement pris, qui soit confronté à ce genre de situation. Mais vous avez aujourd'hui qu'il y a des médias fermés. Je le disais avant-hier au ministère de l'Information, là où nous avons été invités pour la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Et le dispositif informationnel de la presse guinéenne est affaibli aujourd'hui. C'est comme si on disait que la presse est en guerre contre les campagnes de désinformation, mais on est plus nombreux. Il y a combien de soldats qui sont tombés?
espace avec tous les médias en son sein, c'est un groupe de médias qui comprend plusieurs médias en son sein, est fermé, Joma est fermé, FIM est fermé, si fait que les médias qui sont là, ils ont leur capacité de réplique affaiblie. On ne peut pas contrer toutes les campagnes de désinformation. Je prends un exemple sur 3 émissions qui étaient dans ces médias fermés, qui jouaient, qui contribuaient, ce n'est pas les seuls je précise, mais c'est dire que même un seul média fermé, ça joue sur l'ensemble de la presse, notre capacité de réplique. Je prends 3 émissions qui jouaient un grand rôle dans ce sens. Une campagne de désinformation a commencé à 0h pendant que toutes les radios ont arrêté les programmes. Ça circule le matin, vous avez Mirador qui commence sur FIM FM. Et Mirador était composé de journalistes expérimentés, des spécialistes sur des questions d'investigation. Ils viennent décortiquer pour prouver que c'est une fausse information. Entre-temps, ils vont rendre l'antenne à 10h. Il y a une autre fausse information qui puisse survenir, mais Espace qui avait déjà commencé à 9h, les grandes gueules, l'émission Les Grandes Gueules, va aller jusqu'à midi. Et ils ont cette capacité de démentir l'information avant la fin de l'émission. Parce que c'est des émissions bien équipées. Et puis, entre 12h et dans la soirée, il y a d'autres campagnes qui vont tomber. Mais Joma va venir avec On refait le monde à 17h. Ils ont aussi tout le temps de contrer beaucoup de fausses informations. Avant, les éditions d'information, le journal qui vient après. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Sans compter que les journalistes ne se sentent même pas en sécurité pour pouvoir se concentrer aujourd'hui sur le travail. Ceux-là qui n'ont pas leurs médias fermés réfléchissent par 1000 fois avant de travailler. Est-ce que vous savez, il y a des journalistes terrorisés, il y a des patrons de médias, avec confirmation à l'appui au niveau du syndicat, qui ont décidé de s'auto-censurer en supprimant des émissions politiques, parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Et parmi ceux-là qui tentaient de maintenir quelques émissions de débat, est-ce que vous savez qu'il y a une émission qui est suspendue, ça n'a pas encore fait 3 ou 5 jours? C'est parce qu'un haut commis de l'État a été mis en cause dans l'émission, et puis on appelle, on effraie le patron, il dit, bon, votre émission là, on la met de côté pour le moment. L'émission ne passe plus. Est-ce que vous savez qu'il y a un journaliste qui a été suspendu le lundi passé parce qu'il a fait un travail samedi qu'un haut commis de l'État, membre du CNRD, n'a pas aimé? Il appelle le patron pour lui dire, vous voulez qu'on retire vous aussi votre agrément? Et puis le patron paniqué, pris de panique, pour lui faire plaisir, on prend un acte, on dit le journaliste est suspendu, on photographie, on envoie à ce responsable pour lui dire, vous voyez, on a pris nos dispositions, c'est bon. Donc, comment est-ce que les journalistes peuvent se concentrer pour faire un travail technique sur Internet avec l'intelligence artificielle pour contrer toutes ces campagnes qu'on voit de part et d'autre? Donc, c'est difficile. Cela veut dire que l'État a un rôle à jouer. Il faut que l'État libère les médias pour nous renforcer beaucoup plus, qu'on ait un dispositif très fort. Il faut que l'État laisse les journalistes travailler en toute sécurité, en toute tranquillité, pour qu'ils puissent se concentrer. Parce que si tu n'as pas l'esprit tranquille, tu ne peux pas faire un travail véritablement professionnel.